continue effectivement sur le knowledge management et ça tombe très bien puisqu'on va suivre un petit peu ce qui s'est dit sur la session précédente et on va s'interroger plus particulièrement sur le knowledge management, comment le mettre au service de la veille interne et de l'expertise métier. Alors pour y répondre, je vous représente tous les deux. Caroline, tu es directrice de Cerda Conseil et consultant senior. Et Gilles Batteux, vous êtes président de Kentika. Voilà, donc effectivement, on l'a vu précédemment, le knowledge management et la veille sont très liés, ils se nourrissent pour créer de la valeur ajoutée au sein des organisations. Encore faut-il savoir comment on fait. C'était d'ailleurs une question qui était soulevée par Nathalie sur la session précédente et à laquelle nos deux experts précédents ont déjà eu l'occasion de répondre. Gilles, pour commencer, est-ce que vous pouvez justement nous guider un petit peu sur ce sujet? J'en profite pour partager votre présentation, hop, sur laquelle vous avez la main pour changer les slides. Merci Fabien. Oui, peut-être en introduction. Alors déjà pour dire qu'on a eu déjà beaucoup d'informations, des présentations qui étaient très riches et je pense que toutes les problématiques ont été clairement posées, explicitées et donc je pense qu'à l'issue de la journée, il y aura probablement des dominantes qui vont se détacher dans la tête des personnes qui auront suivi et qui seront peut-être en mesure de se positionner leurs problématiques de veille et de KM au sein de leur entreprise. Donc, le sujet, comment le knowledge management peut-il se mettre au service de la veille interne et de la recherche d'expertise? Je dirais qu'on pourrait prendre la problématique dans les deux sens. On pourrait aussi dire comment la veille interne va collaborer au knowledge, comment à partir du knowledge, on va pouvoir aller vers de la recherche d'expertise. En fait, on se rend compte que l'ensemble de ces domaines sont quand même très liés et très, interdépendants. Et une approche relativement globale est quand même est toujours recommandée. Alors, le domaine, le knowledge management et la veille, pour parler un petit peu schématiquement, dans la veille, on va surtout s'orienter sur s'intéresser sur la gestion de l'information, et c'est le cumul des informations qui va permettre d'augmenter la somme de connaissances des utilisateurs. Et quand on prend l'entreprise dans sa globalité, si on fait la somme de tout ça, on aboutit à la notion de culture d'entreprise. Alors, la culture d'entreprise, ça se constitue au jour le jour, ça se constitue au fil des mois, au fil des ans, au fil des décennies, et c'est ce qui fait qu'une entreprise qui aura pris soin de bien traiter son KM et de bien se tenir au courant au niveau de la veille de manière à avoir une approche qui soit en permanence en phase avec la réalité, avec ses réalités, c'est une entreprise qui aura une bien meilleure vision, ouverture et avec des personnes qui seront à même de bien prendre en charge les domaines qui seront confiés. La veille, une composante du KM. Dans le KM, on a l'habitude de dire, enfin dans les applications que l'on a l'habitude de déployer pour nos clients, on a l'habitude de schématiser en disant qu'on a une double approche. On a une approche gestion de flux et une approche gestion de stock. La gestion de flux, qu'est-ce que c'est? C'est traiter une somme d'informations qui arrivent au quotidien aux portes de l'entreprise ou même au-delà, c'est-à-dire sur le web. Et là, il y a énormément d'informations qui peuvent concerner l'ensemble des personnes. L'objectif de la veille, c'est de les sélectionner, de les indexer et caractériser, de les diffuser. Et ensuite, pour un certain nombre, de les stocker. Et là, ça devient de la gestion de stock. Pour nous, on ne fait pas une barrière entre d'un côté la veille qui s'occupe de communication, de gérer le flux, d'oublier ce qui s'est passé, et le KM qui a une vocation à devenir beaucoup plus pérenne. On regarde, bien au contraire, comment les deux vont pouvoir s'articuler pour que une partie de ce qui concerne la veille puisse alimenter la partie, le knowledge de l'entreprise. Knowledge management ou partage des connaissances ou base de connaissances, dans tous ces termes-là, il y a une notion de culture du partage, de partage de l'information. Partage et culture d'entreprise, c'est vraiment le point de départ. Avons-nous véritablement, au niveau individuel, envie de partager, je parle bien d'envie de partager, ou bien sommes-nous contraints de le faire?
à l'autre bout de la chaîne, est-ce qu'il y a une vraie volonté de la part de la direction d'imprimer une culture du partage et faire en sorte que les informations qui peuvent concerner plusieurs personnes fassent l'objet d'un partage. À partir du moment où on déclenche une culture du partage, ça veut dire qu'on va mettre en place tout un ensemble de processus et de process humains qui vont arriver à obtenir une belle base de connaissances qui va être exploitable au quotidien. Une fois qu'on s'est assuré qu'on s'est appuyé sur une vraie culture du partage, on va devoir mettre en place des outils et en assurer la promotion. Sur les aspects des outils, on aura l'occasion de revenir et de bien déterminer quelles sont les dominantes. Et puis, une fois qu'on a mis en place, on va favoriser le KM et le partage des connaissances et on va boucler, on va augmenter la culture, on va affiner les outils, on va continuer à favoriser le partage des connaissances et on rentre dans un cercle vertueux qui, au démarrage, a besoin de s'amorcer, a besoin d'une volonté pour faire en sorte que ça devienne réalité. Et petit à petit, vous aurez des bénéfices de plus en plus importants qui vont apparaître. On aura l'occasion de les évoquer. On va commencer par regarder, maintenant, une fois qu'on a défini que oui, c'était important de développer une vraie culture de partage, quelles sont les sources et comment on trouve l'information. On a l'habitude, schématiquement, de faire la distinction entre les personnes dont c'est le métier. On a vu tout à l'heure la personne de BPI dont c'est le métier d'être knowledge manager. Il y en a d'autres métiers. Vous avez les services documentation, vous avez les services de veille, les services de communication. Il y en a d'autres. Vous avez les photothèques, vous avez aussi les archives, vous avez le knowledge manager, bien évidemment. Et donc là, vous avez des personnes dont c'est le métier, ou c'est la vocation de assurer la collecte, l'indexation, la diffusion des informations. Alors là, on a, une caractéristique, c'est qu'on va avoir des informations qui sont soigneusement sélectionnées avec une approche professionnelle de référencement de cette information. Ensuite, on va très rapidement avoir sur une harmonisation, coordination des pratiques, et puis tout ça va nous permettre de construire un beau référentiel commun. Un petit mot sur la gestion de la vue au travers d'un centre de documentation. On ne peut pas le transposer comme ça dans le grand public, dans ce qu'on va dire le grand public, des personnes qui ne sont pas du métier à l'origine, parce que ça demande quand même un petit peu de connaissances pour être capable de faire une indexation qui soit pérenne. Par contre, la structure que l'on va mettre en place, elle, va aider à la pérennisation de l'information. Oui, il n'est pas rare de trouver dans les bases de données des informations qui ont été saisies il y a plus de 30 ans, oui, il y a plus de 30 ans, et qui se trouvent aujourd'hui encore complètement efficaces, entre guillemets, dans les bases de connaissances dans lesquelles elles figurent. Parce que le référentiel d'indexation a été très, bien pensé au départ. On a également des clients, des sites pour lesquels vous avez des services qui, au bout d'un certain temps, ont du mal à assurer une gestion pérenne de leur information et qui vont se tourner vers les centres de documentation pour les aider à structurer. Et ce sont vraiment des cas de figure qui se sont multipliés au cours de ces dernières années. Donc là, c'était les services dédiés. Et puis maintenant, vous avez en fait, quand on aborde une problématique ou une solution de KM, la mise en place d'une culture KM, en fait, c'est tout détenteur d'informations. L'information, la connaissance, c'est un actif. Et un actif, on doit le capitaliser. Et donc, ça implique une démarche dans laquelle on va faire en sorte que l'information d'aujourd'hui devienne le patrimoine de demain. Et ça va toucher des services. Alors, la liste n'est pas exhaustive. Des services juridiques, on a des gros services juridiques d'entreprises qui ont besoin de faire le suivi d'un certain nombre de textes de loi, des contrats, bref, tout ce qu'un service juridique va avoir à manipuler au quotidien. Vous avez des services marketing, vous avez des services R&D. Et puis, en fait, quand on analyse ces approches-là, on peut se poser la question, est-ce que c'est
au travers d'une plateforme unique, ou est-ce qu'on va être amené à différencier les approches? Je vais vous donner un exemple. On a comme client la RATP. La RATP a deux bases de données, une base de données pour le marketing, une base de données pour le juridique. Les deux ne représenteraient que peu d'intérêt à être fusionnés. Ils ont décidé de les garder de manière indépendante. Autre cas de figure, le CNIEL, donc dans le domaine des industries laitières, ils ont eu une démarche complètement inverse. Quand ils ont développé l'application de gestion des connaissances, en fait, c'est 7 bases différentes qui ont été fusionnées. Et cette base de données a vraiment une double vocation, une vocation de gestion de flux, où il y a 700 produits d'informations qui sont produits. C'est quelque chose d'absolument énorme comme machine à produire de la newsletter. Et puis, parallèlement, ils ont leur base de connaissances qui se constitue au fil des entrées dans le système. Si on part sur des bases qui sont des bases fusionnées, ça nécessite une harmonisation, pérennisation, confiance entre les acteurs et avec une approche de productivité. Le CNIEL, il n'y a quasiment aucune saisie manuelle. Tout se fait par des automates qui vont chercher soit sur Internet, soit qui reçoivent des informations. Mais les personnes qui sont à la manœuvre sont des chefs d'orchestre de la diffusion et le rayonnement, entre guillemets, de cette information. Alors, comme ça a été évoqué tout à l'heure dans la précédente présentation, un des premiers défis à lever, c'est lever les freins à l'alimentation. Alors, on vient d'évoquer les alimentations automatiques. Alors là, évidemment, on a levé tous les freins puisque ce sont des automates qui vont alimenter le système. Mais pour les informations qui ne se trouvent pas déjà sous une forme directement exploitable, il faut tout faire pour faciliter le versement et faire en sorte que l'on génère un cercle, encore une fois, un cercle vertueux pour, assurer cette alimentation de la base. Donc, ça passe par la maîtrise des outils, facilité d'utilisation, l'habitude de prendre comme image, on prend quelque chose, on le laisse tomber dans la base de connaissances, il arrive dedans, déjà on a gagné énormément puisqu'il va être capté. À partir de là, on va pouvoir le faire une indexation, analyser le contenu, etc. Et puis on va pouvoir l'enrichir. Soit la personne qui verse, soit on a des sites utilisateurs où ce sont des cellules spécialisées qui vont reprendre les informations qui sont déposées par les métiers et qui vont les enrichir. Ensuite, c'est un outil qui va permettre de promouvoir les expertises. Alors, à chaque fois, dans chaque entreprise, en fait, on va pouvoir avoir des cas différents ou des cultures différentes. On a un gros site au Canada où les personnes sont perçues comme étant des experts au travers des lectures, des écrits qu'ils ont pu réaliser sur des sujets. Mais aujourd'hui, on va beaucoup plus loin que simplement constater qu'une personne a écrit. On travaille aussi sur la notion d'indice de lecture. L'indice de lecture, c'est le document a-t-il été lu souvent et avec quelle densité? Un document qui est lu à 10% ou un document qui est lu à 80%, on sent bien qu'il y a que se dégage une notion de qualité du document qui va être différente. La base de données, comme elle fournit les documents, elle analyse les comportements des lecteurs, on va pouvoir exploiter toutes ces informations par la suite. Le deuxième défi, et non des moindres, qui est à peu près aussi important que le premier, des recherches rapides et efficaces pour sortir très rapidement des informations ciblées, personnalisées. Comment on arrive à faire en sorte d'avoir des informations suite à une recherche? On se met dans le cadre d'une recherche dans la base d'informations. Il faut savoir qu'une base d'informations chez nos utilisateurs, on est aux alentours de quelques centaines de milliers de documents. Ce qui n'est pas obligatoire d'avoir de tels volumes. Chez nous, on a 15 000 références dans nos documents et c'est un travail, c'est notre outil de travail au quotidien. Vous verrez tout à l'heure d'ailleurs quelle est l'approche que l'on a mise en œuvre pour la mise en avant des informations. Et donc, quand un utilisateur s'apprête, il pose une question. Aujourd'hui, on considère que la question se décompose en 3 étapes. Première étape, il s'apprête à poser une question.
tout de suite, dès les premiers caractères, on va le guider. Tout le monde fait des recherches sur Google, vous voyez comment on peut être guidé en faisant des suggestions, et des suggestions qui correspondent bien évidemment au domaine dans lequel on travaille. Ensuite, l'utilisateur va lancer la recherche, et là, il y a toutes les mécaniques qui vont se mettre en route au niveau du moteur de recherche. Jusqu'à présent, toutes les présentations précédentes n'ont pas spécialement mis l'accent sur les outils de recherche. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé, et on va avoir l'occasion de l'évoquer. Et puis personnaliser, parce qu'on va tenir compte du profil de l'utilisateur. L'objectif étant, quand on fait une recherche, de proposer les résultats pertinents pour la personne dans la première partie de la première page. Comment on fait ça? Par des calculs de pertinence qui tiennent compte du document, de la question posée et du profil de l'utilisateur. Ensuite, deuxième aspect, pas de silotage. Toutes les informations, ça ne veut pas dire que systématiquement on va fournir des informations en vrac, mais on est capable, au travers d'une recherche, de retrouver des documents, quel que soit le silo dans lequel ils se trouvent. Et puis, pour être efficace, il faut être conforme au web du jour. Le web du jour, c'est ce que les utilisateurs utilisent au quotidien. Donc, il y a une notion de culture de la recherche qui est quelque chose de très important. Lorsque l'utilisateur est en situation de recherche d'information, on va tout faire pour limiter les clics. Alors, comment on fait? On a une approche 0, 1, 2 clics. Le 0 clic, c'est j'arrive sur la page d'accueil, j'ai tout de suite une information. On verra tout à l'heure sur un exemple de copie d'écran de ce que cela peut donner. La deuxième chose, c'est de proposer des listes prédéfinies de documents pertinents. Et puis la troisième chose, c'est les recherches approfondies où l'utilisateur va avoir, là, cette fois-ci, une démarche proactive. Comment on arrive à de la pertinence? Avec un gros travail sur le vocabulaire. Le vocabulaire, il doit être précis, adapté et suffisamment à la fois précis et large. C'est-à-dire qu'il doit englober toutes les différentes manières d'exprimer la même chose. Et d'ailleurs, y compris dans différentes langues étrangères, quand vous avez des laboratoires de recherche qui travaillent avec des personnes qui sont réparties sur les 5 continents, il faut être capable de proposer des recherches en français, en anglais, en allemand, etc. Ensuite, dans une approche de gestion des connaissances, on ne fait pas de préjugés sur la nature des documents. Parfois, une petite information, comme nous, par exemple, le code de la porte, c'est pas un grand intérêt au niveau de la gestion des connaissances, mais le code d'accès à la porte, c'est quelque chose que l'on met. Ce qui fait que si on oublie le code de la porte, on va se connecter avec notre smartphone et on va le retrouver. Je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas faire de préjugés, de faire de hiérarchie d'informations. C'est l'utilisateur qui est important et c'est au travers de ses besoins que la hiérarchie va se créer. Alors tout ça pour arriver à offrir quelque chose qui soit pertinent, qui soit facile, qui soit efficace, avant tout efficace, c'est simple, il faut beaucoup de technologie. Beaucoup de technologies pour élaborer des modèles prédictifs. Ensuite, au niveau des recherches, il faut activer, c'est juste quelques points de repère, des outils qui vont permettre de faire de la lématisation, du traitement sur le langage. L'utilisateur a le droit de se tromper dans la rédaction, dans l'écriture de certains termes. Donc, on va utiliser ce qui s'appelle la distance de Levenshtein qui permet de retrouver les mots qui sont les plus approchants. Donc, on va travailler à la fois sur la forme et sur le fond pour assister l'utilisateur pour qu'il aille vite dans ses recherches. L'IA et le machine learning. Alors, au niveau de l'IA, ce que l'on a retenu comme approche, c'est les proximités et les entités nommées. Ensuite, le machine learning, on va apprendre, ou la machine va apprendre de ce que l'utilisateur, la manière dont l'utilisateur se comporte vis-à-vis des informations qu'on va mettre à sa disposition. Et ces technologies complètent les analyses et diminuent le nombre d'interventions humaines. On verra tout à l'heure que la notion économie est vraiment une notion très importante. Un petit peu vite parce que je vois que l'heure tourne. N'hésitez pas à m'arrêter, Fabien, si vous pensez que… Non, mais tout est sous contrôle pour l'instant. Ça va. Okay. Alors, bien ajuster ces outils internes. D'abord, commencer par bien se fixer un cadre. Alors, l'IA Analytics, c'est un assistant. Ça nous aide. Ça va nous faciliter, ça va permettre de traiter des volumes plus importants puisqu'on aura moins de temps à consacrer pour chacune des informations. Par contre, pour le moment, nous, on est très réticents
à faire appel à l'IA générative parce que ça génère des hallucinations et on considère qu'une base de connaissances qui donnerait une information fausse, alors elle peut être fausse parce que quelqu'un a mis une information fausse, mais un système qui générerait une information fausse, pour le moment, on préfère le laisser tranquillement à la porte des solutions que l'on déploie. On a toujours besoin d'un chef d'orchestre. L'IA a besoin de paramétrage, de tests. C'est ce qui ressort de toutes les IA. En fait, tout à l'heure a été posée la question comment se fait les évolutions des technologies IA, etc. Il y a deux choses qui ressortent parce qu'il y a un salon international européen qui se tient à Cannes tous les ans. Et de la dernière édition, il y avait quelque chose de très important qui ressortait. La première, c'est que tout le monde s'y met et on commence à atteindre de la maturité. Et la deuxième chose, pas d'IA sans humain. Et donc, l'IA vient aider l'humain, il ne vient pas remplacer l'humain. C'est une ouverture pour l'avenir, ça nous apporte de nouvelles possibilités, de nouvelles approches et aussi une nouvelle manière de regarder nos métiers. Quand on commence à se pencher sur ces questions-là, sur les algorithmes, IA égale algorithme, qu'ils soient avec base de réseaux neuronaux ou à base de systèmes de comptage, ce sont des algorithmes. Ça nous amène à une nouvelle manière de penser les choses et de regarder. Alors, il y a une slide, celle-ci, elle aurait presque dû être en premier, prêt pour le KM. Pourquoi? Parce que c'est vraiment celle qui va nous permettre de nous définir vers quel projet on doit s'orienter. Première base, fixer ce qu'on appelle les dominantes. Alors, il y avait une question qui avait été posée tout à l'heure. Est-ce qu'on peut faire de l'IA, du KM avec un disque dur, avec SharePoint? Ben oui, bien évidemment qu'on peut le faire. Est-ce qu'on va bien le faire? Ça, c'est une autre question, mais ça dépend de ce dont on va avoir besoin. Si on a une centaine de documents, 10 dossiers contenant chacun 10 documents, on a résolu le problème. Donc, on va vite voir que la notion de flux, la notion de volume est très importante. Donc, la première chose que l'on doit se faire quand on décide de mettre en place une approche KM, c'est de fixer ses dominantes. Les types de contenu, les volumes de flux et de stock, je dis bien de flux et de stock. Quand on a un gros cabinet comptable qui est connu sur le territoire national, ils reçoivent à peu près 900 informations par jour. On en a d'autres qui vont recevoir quelques dizaines d'informations par jour. Il est clair que ce ne sont pas les mêmes outils qui vont nous permettre d'effectuer un filtrage et une orientation, un fléchage de ces informations. Ensuite, le stock. Alors, au niveau du stock, le stock, il doit s'appréhender sous différents angles. Vous avez le stock d'informations aujourd'hui, l'information utile, l'information patrimoine, si on voudrait faire un peu schématiser. Et on ne va pas avoir les mêmes, les mêmes outils pour gérer de l'information de flux, de l'information des documents utiles et aujourd'hui des documents de travail et des documents de patrimoine. Ensuite, est-ce qu'on a des besoins de transversalité? On va voir tout à l'heure sur une copie d'écran, on a Pôle emploi, on a 3 bases qui ont 3 vocations différentes. On va dire qu'ils travaillent sur la même matière à la base, mais il n'y a pas besoin de transversalité. Ils ont préféré choisir 3 fois un outil indépendant de manière à pouvoir être, à chaque fois très ciblé sur les applications, dans les applications qui sont faites de ces informations. Ensuite, est-ce que le collaboratif est une dominante dans le KM? Alors pour certains, oui, j'écris un document, je le transmets à quelqu'un qui va le modifier, qui va le retransmettre et qui va l'envoyer par mail, il va revenir et dans 15 jours, on n'a plus besoin parce qu'on va passer à autre chose. Ça, c'est une approche. Si le collaboratif est important, on va s'orienter vers des outils qui on ne va pas chercher à être capable de gérer des gros volumes, mais par contre de gérer une grande fluidité dans les échanges. Par contre, si on a besoin d'avoir des documents de référence qui soient stables, qui soient pérennes, qui soient accessibles facilement à tout moment, là, on va s'orienter vers une autre catégorie d'outils. Est-ce que la recherche d'informations, vous avez des outils dans lesquels, finalement, la recherche n'est pas si importante, puis d'autres pour lesquels c'est vraiment, mais vraiment primordial de pouvoir rechercher très rapidement les informations. Bref, il faut bien établir toute cette grille de
de paramètres qui vont nous permettre de nous orienter vers la bonne approche au niveau du KM. Et puis, toujours penser économie, économie, économie. Toujours avoir une approche économique. Économique au niveau de l'automatisation de l'alimentation. Quand j'ai commencé ma carrière, entre guillemets, dans la gestion de l'information, on avait des chiffres qui avoisinaient les 50 minutes pour indexer un document. Vous imaginez aujourd'hui? Inenvisageable. Inenvisageable de devoir passer plus de quelques minutes pour faire une indexation de qualité de documents. Donc, on va procéder à de l'automatisation tant qu'on peut automatiser tout ce que l'on peut automatiser au niveau de l'alimentation et l'étape d'après qui est l'indexation, la diffusion. Au bout du compte, l'objectif, c'est d'obtenir, donc une fois qu'on a traité ces deux aspects économiques, l'alimentation, l'indexation, c'est de permettre aux professionnels sur leur lieu de travail, dans leur activité au quotidien, de gagner du temps. Et le temps est vraiment quelque chose d'important. Là, on a un client qui a fait un gros travail sur son vocabulaire. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient diminué de manière drastique les temps de recherche des informations. Quand vous valorisez ça en mettant des coûts horaires, ils étaient arrivés à plusieurs centaines de milliers d'euros d'économies par an. Donc en fait, le KM, c'est quelque chose c'est un investissement qui rapporte à condition qu'on ait bien pris en compte cette dimension économique. Alors, juste une petite copie d'écran pour illustrer. Ça, c'est notre page d'accueil à nous. J'ai caché un peu des éléments clients, mais qu'est-ce que l'on voit? On voit. Alors déjà, on a pris soin que ce soit agréable à regarder. Donc, on a un peu d'illustration, il y a de la couleur, voilà, avec des personnages d'aujourd'hui, le code de la porte d'entrée. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on l'a oublié, au moins on l'a. Ensuite, vous voyez, on a ce qu'on appelle un système de Kentap, qui sont des petites applettes qui permettent de venir mettre des informations. Là, dans cet exemple, on a trois choses. Un, qui est orienté collaboratif et workflow, les actions que j'ai à faire. Ensuite, des documents de référence, les ressources commerce, et puis de l'actualité. Donc là, on est dans le domaine de la veille. Et puis en bas, il y a un récap des ressources. Alors, vous voyez, on a des articles, on a des classeurs, on a des factures, etc. etc. Donc ça, c'est notre base. Nous, on fait tout avec notre solution, y compris le suivi des temps. Vous donner un autre exemple, ça c'est l'encyclopédie du Conseil national des barreaux, qui va gérer tout un fonds beaucoup plus stable. Ils vont avoir une partie actualité, mais une grosse partie de fonds documentaires qui est stable, et c'est un outil qui est très utilisé par tous les avocats de France. L'Institut national de la transfusion sanguine, où là, ils avaient fait le choix d'avoir, vous voyez, des informations d'agenda. Là encore, on est dans une approche pragmatique de l'information, et bien évidemment, c'est qu'un élément, il y a tout le service technique de l'aviation civile, deux grandes composantes. Vous avez la base documentaire, vous avez la partie photothèque et puis la partie mémoire du stack. Il y a un petit peu de veille, un petit peu d'actualité, mais c'est surtout une énorme base de référence avec toutes les photos des installations aéroportuaires, etc. etc. L'UNIOT, donc là, vous avez on voulait quelque chose de très frais, avec des couleurs simples, facilement repérables, et avec des actualités qui sont poussées sous forme, encore une fois, d'applettes. Là, c'est un des portails de Pôle emploi, qui sont vraiment des grosses machines. Chez Pôle emploi, il y a des actualités sur plusieurs centaines de milliers d'entreprises qui sont capitalisées. Et puis, vous avez deux approches. Vous avez une approche gestion de flux. Vous avez des informations qui sont diffusées il y a plusieurs dizaines de milliers d'emails qui sont produits toutes les semaines. Et puis, une personne, quand on fait une personne se présente devant son conseiller Pôle emploi, il y a une liaison qui est faite avec la base de données et qui va être capable de fournir des informations sur l'entreprise en utilisant la veille qui assure son alimentation. Et puis voilà, écoutez, je fais un rapide tour. Pardon. Non, mais il n'y a pas de souci. Encore une fois, on est la dernière session de la journée. Et si vous êtes disponibles tous les deux,
j'en profite pour vous garder un peu sous la main et lever le pied niveau timing. Merci en tout cas Gilles pour cette rapide introduction, bien entendu. Je te donne la parole peut-être Caroline, je vais charger ton support. Il me semble justement quand on avait préparé cette présentation que tu nous indiquais avec Gilles qu'il y avait vraiment un changement de paradigme autour du knowledge management, qu'on était vraiment passé finalement, si je ne dis pas de bêtises, au fait de capitaliser sur l'information à finalement la valoriser et la partager. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est vraiment l'évolution et toutes les interventions d'aujourd'hui l'ont largement démontré que la définition 2023 du knowledge management a bien évolué avec le temps et la présentation que vient de faire de Gilles, y compris sur les copies d'écran des différents portails qu'il a pu nous montrer, met bien cela aussi en évidence. Alors, juste en un mot, d'où je parle, moi je parle plutôt de l'enquête annuelle que CERDA Conseil, que je dirige, comme tu le disais au préambule de cette séquence que je dirige. CERDA Conseil pilote tous les ans une enquête assez générale sur la gouvernance de l'information numérique, et depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, et très légitimement, le knowledge management fait partie de cette enquête. Il bénéficie de quelques questionnements sur lesquels on suit de très près les évolutions qui ont pu être amenées d'année en année. Donc, et si on passe sur la slide suivante, c'est toi qui les passes, les slides, ou j'ai la main ou pas? Ah, Tu voilà. as la main, mais je peux m'en occuper aussi, y a pas de Ok, souci. merci beaucoup. En fait, c'est un sujet, knowledge management associé à la veille, l'un au service de l'autre et l'un interdépendant. Je reprends l'adjectif, le terme qu'a utilisé Gilles tout à l'heure en parlant d'interdépendance entre les deux notions. Il est difficile aujourd'hui de poser une sorte d'ordonnancement ou d'hiérarchie entre les deux. Je pense que l'efficacité des deux vient du fait qu'elles savent maintenant fonctionner ensemble et travailler ensemble. Et effectivement, ça a d'autant plus de sens par rapport à ce qu'on appelle un peu en souriant la grande peur qui apparaît depuis quelques années, où on est dans des systèmes totalement digitaux, où toute l'information n'est aujourd'hui réduite qu'à une information numérique. On a plus du tout ou très peu de documentation sur d'autres supports. Elle se restreint d'année en année, voire elle arrive à disparaître totalement. Donc, on est dans un système où l'information est entièrement digitale, qu'elle soit sous forme de données, qu'elle soit sous forme de documents, d'ensemble d'informations. On est complètement en lien avec les systèmes d'information. Et quand on interroge sur les risques autour des systèmes d'information, le premier risque qui apparaît, c'est perte des données, perte d'information, perte de la connaissance. On voit que c'est très fort, puisqu'on a 71% des répondants qui ont cliqué en premier, on va dire, sur ce critère-là. C'est une priorité. On voit aussi que l'écart, d'ailleurs, entre les risques suivants est assez fort, puisque le risque 2, on va dire, est à hauteur de 50%, donc il y a plus de 20 points entre les deux. Donc on a un sentiment. Alors, la perte, c'est quoi? C'est le sentiment de ne pas pouvoir accéder aux informations, aux documents dont on a besoin au moment où on a besoin. Donc, on est clairement dans cette notion-là, et quel que soit son métier. Alors, c'est une crainte qui n'est pas d'hier, mais qui a été renforcée en grande partie par l'outillage ou le sur-outillage dont on a bénéficié, notamment dans le contexte de la crise sanitaire, des bouleversements dans les modes de travail, le fait qu'on est de plus en plus en mode hybride. Il y a des intervenants qui ont abordé ce point-là dans les interventions précédentes, et on a suréquipé nos équipes, équipées pour leur permettre évidemment de continuer leur activité métier. Ça, c'était plutôt efficient. Mais on a souvent renforcé le silotage de ces mêmes informations et de ces mêmes documents dans le cadre de leur métier. Ça, c'est beaucoup moins efficient. Et donc, si on n'a pas une approche partage, accessibilité, management des connaissances, eh bien, on se retrouve avec de l'information qui est encadrée dans des applicatifs ou des solutions dédiées à un métier ou à un sujet. C'est le règne des espaces dédiés, des Teams qui se sont multipliés comme les petits pains, ou tout autre type de base d'ailleurs qu'on a créé pour un besoin, une activité, un projet, et dans lesquels, et c'est ça qui est important, c'est que les informations, elles restent dans ces espaces-là, bien au-delà de l'animation même de ces espaces. Et donc, on a
siloté, on a resiloté, alors que depuis quelques années, on était plutôt sur un chemin où on voulait sortir de cette démarche-là. L'autre facteur qui est à prendre en compte et qui a renforcé en fait cette crainte, cette peur de la perte des informations et des connaissances, c'est ce qu'on appelle la grande démission ou le turnover que les organisations ont fortement connu dans les années fin 2021 et globalement sur toute l'année 2022. Ça a fragilisé fortement la transmission des savoirs et des compétences en interne d'une organisation. Alors soit le turnover, c'est un facteur naturel dans la vie des organisations, mais ça peut avoir un impact sur le fonctionnement des équipes, sur la productivité même de leur métier et de fait sur le chiffre d'affaires d'une entreprise, en tous les cas sur son efficacité au quotidien. Et quand on conjugue tous ces phénomènes, eh bien, on voit réapparaître, renaître, on va dire, le management des connaissances, le knowledge management version 2022-2023, apportant effectivement une autre façon d'aborder la gestion des connaissances. Si je passe sur la slide d'après, à moins que tu puisses le faire. Voilà. C'est ce qu'on appelle une forme presque de renaissance. Dans les années 2015, 2020, 2021, le knowledge management, on n'en parlait quasiment plus, ou très peu, à bas bruit, un peu comme un signal faible. Donc, soit la gestion des connaissances était devenue une évidence, outillé, un super knowledge manager ou knowledge manageuse qui pilotait à la manœuvre pour piloter l'ensemble et des connaissances, des informations qui circulaient sans souci. Soit, à l'inverse, les organisations ne le vivaient plus comme une priorité ou ne savaient pas trop par quel bout le prendre. Et quand je dis à bas bruit, on voit d'ailleurs sur mon graphique que en 2023, quasiment 9% de nos répondants nous ont dit « bah oui, le KM, ça rentre dans le champ de la gouvernance de l'information, mais c'est dans des bases dédiées, des bases silotées, très ciblées. » Et ça, c'est l'ancien mode de fonctionnement. C'est le fonctionnement capitalisation sur lequel, pendant un certain nombre d'années, beaucoup d'organisations ont travaillé. Mais pour les autres, alors tu en as 7% pour qui il n'y a rien du tout. Bon, ceux-là, on va les laisser se rendormir. Mais les 60 autres pourcents, eux, ils disent oui, on a besoin du management des connaissances. On en a surtout besoin pour renforcer les fonctions de partage, de nourrir les fonctions collaboratives de nos systèmes. On voit que pour 40%, c'est en lien avec les solutions collaboratives, dont effectivement des solutions de veille participent de cette définition. Et puis, il y en a à peu près 20% qui disent oui, c'est inclus. Le management des connaissances, c'est inhérent à la gouvernance de l'information, dans le sens effectivement de faciliter, comme le disait très justement Gilles tout à l'heure, la circulation de la compétence, de la connaissance, donc traduite à travers des documents, des informations, des datas. Et puis il y en a 25% qui ne sont pas encore tout à fait au rendez-vous, mais qui ont l'intention d'y être. Donc j'espère qu'ils ont assisté à cette journée, parce que ça va d'autant plus les motiver, leur donner envie de se lancer sur un sujet comme celui-là. Et c'est là, effectivement, qu'on a pu constater concrètement, presque en touchant du doigt à travers les réponses qui ont été faites à notre enquête, que le knowledge management a changé de paradigme. On est passé, comme tu le disais justement, de cette logique de capitalisation de connaissances par métier, en fonction de certains sujets, d'ensemble de documents, de savoir-faire, qui était un peu le fil rouge des années 2000, 2005, 2010, à une logique de valorisation de ces mêmes connaissances, de ces documents, de ces savoir-faire, au profit de besoins internes qui sont mieux qualifiés et sans doute mieux encadrés. Donc c'est là où effectivement la veille dans son métier, dans sa façon de s'exercer, a apporté, a enrichi la fonction du knowledge management de cette expérience qu'ils ont de savoir identifier les besoins, de savoir les traiter, de savoir déterminer les sources mêmes de cette information pour pouvoir y répondre. Et c'est là où on voit que le KM se met en tant que source interne, source de savoir-faire, et se met à participer à la diffusion d'informations nécessaires au bon fonctionnement d'une équipe, d'un métier, dans le cadre de ses activités, de ses projets, en tous les cas de ce qui fait effectivement son savoir-faire. Et ça se traduit
par des bases de connaissances qui sont rendues beaucoup plus accessibles à travers des profils de veille, des retours d'expérience qui sont partagés, parce que s'ils ne sont pas partagés, un retour d'expérience, ça a peu d'intérêt, des présentations, des foires aux questions, des communautés, toute une démarche de diffusion qui est à construire, qui s'appuie sur des outillages très puissants. Et ce que nous a présenté Gilles tout à l'heure, et puis ce qui a été évoqué par d'autres intervenants, nous ont montré que, effectivement, l'outillage était de plus en plus efficace, de plus en plus précis et de plus en plus riche en capacités fonctionnelles et techniques pour répondre à des besoins. Faut-il encore donner envie aux utilisateurs, donner envie aux équipes? Et là, il y a un acteur qu'on n'a pas encore trop évoqué dans les différentes entités, mais qui pour nous est essentiel de mettre en évidence, ce sont les ressources humaines et toutes leurs dimensions, communication, formation, gestion de compétences, qui peuvent être aussi participants à la manœuvre d'une nouvelle façon d'utiliser et de mettre à disposition des profils de management de connaissances très utiles pour les organisations. Donc, si on reprend les chiffres même de la gouvernance de l'information, on voit que le KM est venu alimenter le premier enjeu de la gouvernance, qui est celui d'organiser l'accès et le partage de l'information et des connaissances. Pas seulement partager un document, pas seulement partager une data, mais alors si, le code de la porte, c'est très utile, je suis d'accord avec Gilles, il faut pouvoir le mettre en évidence aussi. Mais voilà, on répond avec le knowledge management aussi à des besoins très concrets, très immédiats, très efficaces au quotidien pour pouvoir faciliter l'activité des uns et des autres. Et ça, c'est un enjeu prioritaire de la gouvernance de l'information, plébiscité depuis très longtemps, mais qui se nourrit effectivement d'un enjeu qui jusque-là, on va dire, dormait tranquillement au fond de nos réponses, qui est celui de la valorisation des informations. Et on voit qu'aujourd'hui, cette notion de valorisation, elle s'est enrichie, elle s'est dynamisée. Alors, elle n'est pas au même niveau que l'organisation de l'accès, mais d'une certaine façon, elle est participe, parce que si on ne valorise pas les informations, on les rendra peu utiles. En tous les cas, leur accessibilité et le partage qu'on pourrait leur donner ne sera pas aussi évident si ce n'est pas fait. Donc, on est véritablement arrivé à une forme d'évolution où le sujet de la transmission d'informations, c'est le sujet qui prédomine aujourd'hui dans nos organisations, dans nos entreprises, et à travers des démarches de partage de connaissances, de veille interne sur les savoir-faire, sur les compétences, tout ça pour éviter, je crois que Gilles l'a évoqué tout à l'heure, la perte d'un capital immatériel qui est difficilement remplaçable. Et je reviens à ce que j'évoquais au départ sur le turnover, les changements d'équipe, l'évolution de nos organisations. C'est d'autant plus volatile en termes de ressources qu'on a donc besoin de s'appuyer sur ce capital d'information et de connaissances. Sinon, on va être sans doute dans des situations, certaines organisations pourraient se retrouver dans des situations critiques du fait du renouvellement très fort de leurs équipes. Donc c'est pour ça qu'on est en fait dans un knowledge management qui a fortement évolué ces dernières années, qui est devenu aussi, qui s'enrichit à travers la veille d'une véritable démarche de diffusion, appuyée sur les modèles que la politique de veille connaît ou développe depuis un certain nombre d'années, avec des solutions collaboratives, des plateformes de digital workplace, des solutions de veille, des programmes de e-learning, des programmes de partage de connaissances, des journées campus, de l'animation de communauté, tout ce que la veille aussi sait faire, et donc vient renforcer le besoin aujourd'hui du renouvellement, on va dire, on peut dire comme ça, que connaît le knowledge management pour faciliter cette transmission de connaissances. Donc c'est un double défi, mais un double défi qui vient se rencontrer aujourd'hui, et ça permet effectivement d'assurer certainement une très grande efficacité aujourd'hui dans les organisations qui savent se doter de programmes de knowledge management. Voilà en fait ce qu'on pouvait dire aujourd'hui à travers les évolutions du concept KM et le rapprochement avec la veille tel qu'on le voit depuis quelques mois. Merci Caroline, et j'en profite effectivement puisque je sais qu'on va avoir la question. Les supports de présentation vous seront évidemment transmis, ainsi que les replays. Gilles, je reviens vers vous puisqu'on avait une question qui était arrivée pendant votre session qui concernait évidemment la solution. Dans le système Kentika, est-ce que deux utilisateurs différents peuvent avoir deux réponses différentes pour une seule et même question?
Oui, complètement. Ça dépend du profil. C'est-à-dire que vous pouvez demander. Alors, les réponses ne vont pas être fondamentalement différentes. Par contre, elles vont être présentées et ordonnées de manière différente. Si vous êtes dans le service juridique et que vous posez une question, si on a mis en place un système de pertinence dans lequel on va donner du poids au service d'appartenance de la personne, alors on va faire remonter les informations du service juridique plus en tête de liste. Réciproquement, si vous êtes dans la recherche et développement, c'est plutôt des informations de la R&D qu'on va faire remonter en tête. Donc, fondamentalement, les choses ne seront pas forcément différentes. Bien évidemment, après s'applique tout un ensemble de filtrages qui peuvent faire qu'une personne pourrait avoir accès à des informations juridiques et pas d'autres. Mais on va pouvoir à la fois jouer sur les corpus et sur l'ordre dans lequel on va présenter les informations. D'accord, ok. Vous nous avez déjà parlé beaucoup de Kentika. Si on devait vraiment récapituler et surtout retenir, allez, 3 à 5 fonctionnalités phares finalement de la solution, quelles seraient-elles ou éventuellement d'autres cas d'usage vraiment majeurs auxquels vous pouvez répondre, quels seraient-ils? Alors, si on devait identifier les points vraiment majeurs, le premier, c'est le dictionnaire de données. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé, on parle beaucoup de documents, mais on parle un petit peu moins de ce système, de l'indexation, du référentiel d'indexation. Et nous, on a un dictionnaire de données qui est ouvert, qui est évolutif, qui permet de venir accueillir au fur et à mesure de la vie du logiciel des nouveaux, typologies de documents, répondre à des besoins de nouveaux services. Donc, le premier point, les structures de données. Le deuxième, une organisation des autorisations qui est vraiment très, très fine, où un utilisateur peut avoir le droit de consulter telle partie du fonds documentaire, mais pas telle autre. Il a le droit de voir quelles sont les sociétés, des ensembles de sociétés. Il peut avoir le droit de modifier certaines informations et pas d'autres. Donc, deuxième aspect, les autorisations d'accès. Et puis, le troisième, le moteur de recherche. Le moteur de recherche qui va travailler en collaboration entre les métadonnées et la recherche plein texte, avec toutes les technologies que l'on a évoquées, hein, la lématisation, l'approximation phonétique, les distances de Levenshtein, les approches par concept, etc. Et puis après, c'est bâtir, on a vu quelques copies d'écran, il faut savoir que tout ce que l'on voit, c'est le portail de Kentika, avec chaque fois des paramétrages du portail qui vont être différents. À un moment donné, a été posée la question lors des présentations précédentes sur le low-code et le no-code. Pour un utilisateur, il n'y aura pas de code à réaliser. Il va pouvoir créer ses propres... Voilà, vous voyez là, ce sont des Kentap ici. Mes actions, ressources, actualités, ce sont des Kentap. Il dit, je les prends, je ne les prends pas. S'il n'a pas de workflow, il a d'intervention sur un document, il ne va pas prendre, il ne va pas mettre en place la Kentap, mes actions à faire. Donc, en fait, il y a toute une bibliothèque d'applets comme ça qui sont fournis, que l'utilisateur va placer ou pas sur sa page d'accueil. C'est intéressant justement cet aspect solution tout en un, puisqu'il fait bien la transition avec la question que je voulais vous poser, qui concernait plutôt le millefeuille technologique. On en a beaucoup parlé tout au long de cette journée, mais avec la crise sanitaire, les entreprises ont vraiment multiplié les solutions et outils métiers pour assurer la continuité de l'activité. On n'a jamais fait le tri depuis. Est-ce que ce millefeuille technologique installé depuis le confinement rend pas le knowledge management plus complexe finalement? Et moi, je dirais qu'il le rend plus efficace. C'est-à-dire que quand vous avez une personne qui va travailler, qui a travaillé pendant une période à 100% de son temps depuis son domicile, à travers simplement sa machine connectée sur Internet, ça veut dire que derrière, au niveau des outils, on était déjà adapté, mais s'il y avait des choses qui coinçaient, entre guillemets, qui n'étaient pas suffisamment fluides, on est intervenu dessus. Et aujourd'hui, le télétravail est une réalité pour beaucoup de personnes. Caroline, tu partages cet avis, effectivement?
Oui, oui, et je partage cet avis, sous couvert qu'effectivement, tout cet outillage qu'on a effectivement, tu le disais, je le redisais, surmultiplié ces dernières années, encore une fois à bonne raison, hein, il ne s'agit pas du tout de critiquer ça. On ne va pas repartir en arrière, c'est évident, mais il faut le dynamiser du, d'une politique RH, on va dire d'une politique humaine, pour pouvoir permettre la bonne utilisation de tout ça. C'est ce que je disais tout à l'heure en souriant, faut donner envie aux contributeurs, aux utilisateurs, à tous ceux qui détiennent une information, une connaissance à mettre à disposition, de savoir leur permettre d'être disponibles pour que d'autres puissent appuyer dessus. Donc l'outillage est une chose, l'approche de conduire le changement et d'appuyer les équipes d'un point de vue humain pour les embarquer dans cette aventure qui est le knowledge management est essentielle. Le knowledge manager tout seul, il ne pourra pas. Évidemment, comme tout orchestre, un chef d'orchestre ne peut fonctionner que s'il a des musiciens. S'il n'y a pas de musiciens, c'est pas un orchestre. C'est un chef d'orchestre tout seul perdu. Et c'est la même logique qu'il faut avoir en tête. Et l'outillage, et comme le montre notamment Gilles à travers ce qu'est capable d'apporter Kentika, est très efficace. Il faut aussi construire à côté tout le modèle humain et c'est accompagner les équipes justement à s'approprier cette façon de fonctionner. Merci Caroline. Une petite question plutôt pour la conclusion de cette journée. Je voudrais vous interroger un petit peu sur les tendances à venir sur le marché de la veille. Peut-être on peut commencer par vous, Gilles, en matière de R&D. Finalement, sur quoi est-ce que vous êtes en train de travailler en ce moment sur Kentika et qu'est-ce qui va finalement faire les sujets de demain sur votre marché? Alors, deux choses, hein, alors pour notre actualité aujourd'hui, hein, c'est deux voies. La première, c'est de l'optimisation, optimisation, optimisation en permanence sur tous les aspects du produit. La deuxième, c'est faire en sorte que l'IA, c'est pas l'IA, le rêve IA avec ça va guider le monde, etc. C'est cette approche, ce regard différent que l'on va porter sur l'information et sur l'exploitation des informations au sens très large. Un clic, c'est une information qui est déjà très porteur de conclusions, entre guillemets, sur la ressource sur laquelle on a cliqué. Moi, j'ai l'habitude de dire que on est dans des domaines où les évolutions sont très rapides, mais la maturation est très lente. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous commencez à déployer des solutions technologiques et le moment où ça devient une réalité dans les entreprises, on sait qu'il y a une phase de maturation. J'en prends toujours l'exemple de la GED. Il se trouve que j'ai commencé la GED, figurez-vous, fin des années 80. Donc, on n'est pas très nombreux à avoir, comment dire, ce recul sur ce segment de marché. Et dans les années 80, fin des années 80, début des années 90, on voyait bien que c'était une solution d'avenir, mais qui avait besoin d'un déclencheur pour que ça devienne une réalité. Et ce déclencheur, ça a été le web. Ça a été la combinaison entre le portail et la GED qui a fait qu'aujourd'hui, on ne va plus dire qu'on fait de la GED. Tout le monde fait de la GED. On prend un document sur son disque, on l'envoie, on a fait de la GED. Donc, tout le monde fait de la GED. Et donc, il y a une banalisation et presque un oubli du fait de ces outils qui va se mettre en place progressivement. Mais à condition que ce soit, comment dire, moi, ce que je regrette en ce moment, c'est qu'il y ait eu un raz-de-marée d'informations autour de l'IA générative qui risque de créer beaucoup plus de désillusions qu'autre chose et d'être un frein, un coup d'arrêt sur l'exploitation positive de ces informations. Je dirais que c'est un petit peu à nous aussi de tenir la barre et de faire en sorte d'aller. Je ne dis pas qu'on a raison, hein, c'est pas ça. C'est notre vision des choses. On se doit de fournir une information qui ne soit pas une information imaginée par un système. Donc, la maturité. Oui, tout à fait. Caroline, c'est quelque chose que tu observes aussi. Est-ce que tu vois d'autres tendances émerger sur le marché de la veille? Alors oui, il y a effectivement, je rejoins ce que vient de dire Gilles par rapport au raz-de-marée autour de l'IA. Je rajoute à ça, et la veille est très sensible à ça, quand vous interrogez aujourd'hui des moteurs d'IA, vous n'avez pas de source.
Vous ne savez pas d'où sortent l'information. Donc un bon veilleur, ne serait-ce que là, doit pouvoir s'interroger sur d'où provient cette information et qu'il ne connaît pas la notion de données personnelles. Hein. C'est un truc, ça lui passe totalement au-dessus de la tête, ce qui peut poser aussi d'autres problématiques quand on a, nous, à partager dans une organisation, une entreprise, des informations ou des données. Donc il y a l'IA qui effectivement va s'inscrire comme une tendance sur laquelle il va falloir observer son apport, son impact sur les métiers de la veille et du knowledge management. Et puis, il y a un autre impact sur lequel je voudrais compléter ce que vient de dire Gilles et par rapport à ta question, c'est la notion de responsabilité, les démarches RSE. Et dans les démarches RSE, il y a le E d'environnemental et donc il y a la notion de sobriété. Donc, l'IA aujourd'hui nous facilite sans doute la capacité à interagir, à multiplier grâce à des algorithmes les questionnements pour avoir différentes réponses à une même information. Derrière, on est loin d'être sobre d'un point de vue strictement numérique. Va-t-il falloir mieux éduquer notre façon d'interroger les systèmes pour pouvoir effectivement aussi rentrer dans un cadre qui est encore émergent, mais qui va devenir incontournable, c'est celui effectivement de la sobriété numérique qui, je fais rappel, fait partie des politiques publiques pour lesquelles aujourd'hui nous sommes fortement incités à aller. Donc voilà, donc je pense qu'il faut prendre aussi ces notions-là de manière importante dans les tendances de la veille et du KM. L'IA et le respect de l'environnement, effectivement. Une toute dernière question, Gilles, puisque ça vient effectivement d'une personne qui nous suit. Kentika propose-t-elle des fonctionnalités pour anticiper les départs à la retraite ou même des fonctionnalités comme des cursus former les nouveaux arrivants, donc onboarding et offboarding plutôt? Oui, alors ça, c'est c'est un module qui est actuellement en cours de déploiement dans un environnement juridique qui est un gros cabinet d'avocats avec plusieurs centaines d'avocats. Et pour les responsables de service, se pose la question, une personne quitte le service, à qui on va confier les dossiers dont elle avait la charge. Donc ça veut dire être capable d'identifier les compétences, de donner un poids à ces compétences à travers ses lectures et à travers les lectures de ses écrits. Et donc, oui, c'est une démarche dans laquelle on est, on est présent et on a conscience aussi qu'on a cette capacité, enfin, la base de données a cette capacité à fournir un certain nombre d'informations ou d'indications sur les compétences qui sont celles de l'entreprise. Ensuite, je dirais qu'au niveau de l'onboarding, ça c'est plutôt l'organisation des informations au niveau du portail, comme on l'a vu tout à l'heure avec les applets, des applets d'onboarding. C'est très facile à réaliser avec Kentika. On n'a pas besoin, nous, d'être proactifs pour le mettre en avant. C'est le niveau 1, niveau 2, niveau 3. Avec le niveau 1, les 5 documents qu'il faut avoir lus absolument dès les premiers jours. Le niveau 2, pour approfondir. Le niveau 3, si on veut devenir expert, etc. Mais c'est une démarche. Nous, on fournit les outils et la démarche qui va autour, c'est le site et l'utilisateur qui va le développer. Et moi, je voulais surtout remercier Caroline. Elle nous a fait un exposé qui va complètement dans le sens, enfin, conforte ce que l'on perçoit sur le marché. Et je trouve que voilà, d'avoir une confirmation de ce que l'on constate sur le marché, pour nous, c'est très, très important et très, très instructif. Merci Gilles, on avait bien préparé notre intervention. Merci en tout cas à tous les deux parce qu'effectivement de vous être rendus disponibles et d'avoir si bien préparé cette intervention très intéressante. Merci également à tous les participants qui nous suivent depuis ce matin. Il y a eu très peu de déperditions, donc merci pour l'intérêt que vous nous avez témoigné. N'hésitez pas à retrouver nos experts sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle encore une fois que les replays et les présentations seront mis à votre disposition. Donc n'hésitez surtout pas à nous suivre pour des prochains événements. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.